Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour une petite session multicritique où l'on va revenir sur les derniers films que j'ai vus. Oui, ce mois-ci, il y a pas mal de films à voir, donc plutôt que de faire une vidéo de 70 minutes à la fin du mois, je préfère en faire une dès maintenant, comme ça on coupe la poire en deux. Et nous allons commencer par un petit retour en arrière sur des films qui ne sont pas d'actualité, mais dont j'avais envie de parler parce que je les ai vus tout récemment. Les trois films concernés sont donc Mortal Kombat, celui de 2021, Tout peut arriver avec Jack Nicholson et Diane Keaton, et Mon Inconnu avec François Civil et Joséphine Japy. Alors pour le premier Mortal Kombat, je vais pas avoir 50 millions de choses à dire, si ce n'est que c'était pas pire que Tekken le film. Bon, très honnêtement, c'est un peu un nanar, faut un peu poser son cerveau de côté pour regarder le film, même s'il y a quand même une histoire, mais on va dire qu'elle est pas très poussée. T'as donc les champions de la Terre qui vont être amenés à affronter les champions de l'autre monde pour savoir qui va remporter le Mortal Kombat. Puis il y a peu de choses près, bah honnêtement, le film se résume à ça. De toute façon, dans un film Mortal Kombat, on va pas se le cacher, l'histoire, on s'en fout un petit peu. Ce qui compte, c'est les scènes de baston. Et là, autant vous dire que c'est pas toujours réussi. Autant t'as quelques scènes qui sont pas trop mal travaillées, avec des décors plutôt sympas en arrière-plan, mais t'en as d'autres, c'est complètement nanardesque avec des bastons qui se passent parfois dans un garage, enfin même deux fois dans le film, il y a un combat qui se passe dans un garage. J'ai envie de dire, on a vu mieux quand même pour un film du genre. Et en plus, je vous disais qu'il fallait un peu mettre son cerveau de côté, mais t'as certains personnages dans le film, eux aussi, ils ont mis leur cerveau de côté, clairement. Après, voilà, honnêtement, ça se laisse regarder. Si vous voulez passer un moment sympa en regardant un film d'action, ouais, Mortal Kombat, clairement, ça pourra convenir. Par contre, ce qui me fait halluciner, c'est qu'ils ont quand même prévu une suite, alors que le film, il a quand même pas été apprécié globalement. Mais, très honnêtement, je suis curieux de voir ce que ça peut donner dans une suite. Ensuite, comme je le disais, on a le film Tout peut arriver, qui est un film qui, je pense, on le ferait aujourd'hui, ça passerait clairement pas. C'est l'histoire de Jack Nicholson qui, dans le film, a environ la soixantaine, un tout petit peu plus, il me semble, et qui sort uniquement avec des filles entre 20 et 30 ans. Et c'est pas comme par hasard, il a de la chance, il sort avec des filles qui ont entre 20 et 30 ans. Non, non, c'est lui qui le dit lui-même. Il veut sortir qu'avec des filles qui ont 30 ans maximum. Et quand je disais que ça passerait pas aujourd'hui ce genre de film, c'est pas dû à la différence d'âge entre les différents personnages, mais c'est vraiment Jack Nicholson, ils en ont fait un gros pervers dans ce film. Et à tel point que c'est hyper malaisant par moments. Enfin, vraiment, il a de ses têtes, Nicholson. Même pas que les têtes, en fait, c'est dans sa gestuelle, dans sa façon de se comporter. Ouais, ça va loin quand même, hein. Quand je dis que ça va loin, c'est pas forcément dans ce qu'on nous montre, dans ce qui se passe comme interaction entre les personnages, mais vraiment lui dans ses réactions. Enfin, il surjoue complètement. Mais le pire, c'est que c'est pas qu'il surjoue et t'y crois pas, c'est qu'il surjoue, mais ça te renvoie vraiment l'image d'un gros pervers. C'est une comédie romantique qui est globalement plutôt prévisible. Après, le film en lui-même reste globalement sympathique, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, mais ça se laisse regarder. Et le troisième film, Mon Inconnu, ça faisait un moment que j'avais envie de le regarder, c'est désormais chose faite. Et là, en revanche, j'ai passé un très très bon moment. Ça, c'est une très bonne comédie romantique, je trouve. François Civil incarne un écrivain qui a gravi les échelons, qui a monté justement en notoriété au fil des années, et qui va devenir, avec tout ça, un bon petit con. Et il va donc se réveiller un matin et sa femme ne le reconnaîtra plus et il va se retrouver dans un monde parallèle. Et le but, ça va être pour lui de reconquérir sa femme, qui ne le connaît absolument pas dans ce monde. J'ai trouvé que l'histoire était vachement bien foutue, on s'imagine totalement à la place du personnage à débarquer dans un monde dont on ne connaît absolument rien. Enfin, tu connais certaines personnes que tu côtoyais dans ton ancien monde, mais tu vois qu'ils se comportent pas du tout de la même façon avec toi, et toi, tu n'as pas du tout la même vie dans ce monde-ci. Et du coup, ça va créer plusieurs situations assez comiques par moment. Franchement, ouais, c'était assez rigolo à regarder, même si ça reste un film romantique avant tout. Et il faut bien avouer, le couple François Civil et Joséphine Japy, ça marche très très bien. Et je le dis honnêtement, ça faisait très longtemps que j'avais pas passé un non si bon moment devant une comédie romantique. Donc, je vous encourage à le regarder. Alors, maintenant nous allons parler de l'actualité cinématographique avec un premier film que j'ai vu ce matin même, il s'agit de La Bête. Je vous rappelle le pchit, dans un futur proche où règne l'intelligence artificielle, les émotions humaines sont devenues une menace. Pour s'en débarrasser, Gabrielle doit purifier son ADN en replongeant dans ses vies antérieures. Elle y retrouve Louis, son grand amour. Mais une peur l'envahit, le pressentiment qu'une catastrophe se prépare. C'était long, et chiant, et long, et chiant. Franchement, oui, je me suis énormément emmerdé pendant ce film qui dure quasiment 2h30, donc c'est pas rien non plus. En vrai, j'ai presque envie de le comparer au film Beau is Afraid. Alors, c'était pas non plus aussi naze, mais il y avait tellement de situations qui pour moi n'avaient aucun sens, malgré le fait que le film se passe dans un monde futuriste où on fait des voyages dans le temps et tout. Mais pour moi, il y a plein de trucs que
j'arrivais pas à me projeter, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait et pourquoi ça se passait. Je trouve que le film met beaucoup, beaucoup de temps à démarrer. Au début, enfin, ça suit une histoire d'amour qui semble classique de prime abord. Et après, ça part dans un délire où ça part un petit peu dans tous les sens. Alors certes, à partir de là, il se passe quelque chose, mais ça part dans tous les sens et du coup, tu te perds un petit peu parfois même entre les différentes timelines. Timeline, c'est pas compliqué, timeline. En plus de ça, il y a une scène qui dure environ 10 secondes et qui arrive vers la fin du film. C'est une scène où Léa Seydoux parle avec une amie à elle au téléphone et la personne à qui elle parle, elle a un petit chat et elle dit justement au téléphone, bah non, je ne peux pas venir ce soir avec toi, il faut que je m'occupe de mon petit chat qui est malade, il a du mal à respirer, tout ça. Et pendant leur conversation, tu vois la nana qui tranquillement, elle caresse son petit chat et elle se met à commencer à l'étrangler comme ça gratuitement. Et je vous le dis clairement, ça c'est une scène qui est totalement gratuite et qui m'a énervé. Ça m'a pas énervé juste parce que j'ai un petit chat et que du coup on voit la nana qui étrangle un petit chat, ça m'énerve parce qu'en fait ça arrive à un moment dans le film où on est littéralement à la fin, à ce moment précis, il reste environ 10 minutes avant la fin du film, et t'as l'impression que c'est pour te montrer à quel point les gens en fait, bah effectivement ils sont dépourvus d'émotions, mais sauf que ça fait depuis le début du film que vous le dites, donc tu le mets à la limite au début du film, ça m'aurait moins choqué, mais là ça ne sert strictement à rien cette scène, à part montrer, bah oui on n'a pas d'émotion, regardez on peut étrangler un petit chat, juste débile. Cela dit, j'accorde quelques points à l'univers du film de manière générale ainsi qu'à sa conclusion, qui honnêtement, oui, je m'y attendais pas. Les acteurs jouent quand même plutôt bien, on va être honnête, hein, Léa Seydoux, même si je vous avais dit que j'étais pas trop fan, je trouve qu'elle joue plutôt bien dans ce film, de même que George McKay, donc je trouve que c'est un couple qui passe plutôt bien à l'écran. Mais pour moi, ça s'arrête là et c'est un film que je ne peux pas vous conseiller. J'ai pris le temps de lire après le visionnage ce qu'avait voulu expliquer justement le réalisateur à travers son film, et je trouve que c'est beaucoup de pipeau pour finalement expliquer pas grand chose. Oui, je sais, le terme c'est pas pipeau, mais c'est histoire de pas trop être vulgaire non plus. Deuxième film vu récemment et qui lui a beaucoup de succès, il s'agit de La Zone d'intérêt. Petit rappel du pchit, le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss et sa femme Hedwig s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp. Alors je vais être honnête, j'ai pas détesté le film, mais je l'ai pas plus apprécié que ça pour autant. Le thème traité est grave, en ça c'est clair, mais moi la façon dont ça a été fait, bah honnêtement ça m'a pas plus parlé que ça. J'en ai parlé avec pas mal de personnes, la plupart des gens ont beaucoup aimé ce film, moi sans plus honnêtement. En fait la plupart des gens ce qu'ils me disaient c'est que c'était quand même un film qui te montrait l'horreur de la situation, car le film ne te montre jamais rien de ce qui se passe dans le camp d'Auschwitz, c'est juste des bruits qu'on entend. Et du coup, bah, t'as un gros contraste quand tu vois la famille qui fait sa vie, ils font leur jardin, tout ça, ils se baignent dans la piscine et tout, pendant qu'à côté, t'entends juste en fond sonore les chiens qui sont certainement en train d'attaquer ceux qui sont dans le camp, les coups de feu de temps en temps quand t'as un prisonnier qui a fait de la merde. Et je suis d'accord, c'est une situation qui est totalement horrible, et je reconnais totalement que c'est très original dans la façon de traiter ça, mais moi, le fait que ce soit comme ça pendant tout le film, bah, je me suis un peu ennuyé honnêtement par moment. Et je le rappelle encore une fois, ça n'enlève en rien la gravité du sujet qui est traité bien évidemment, hein. En fait, tout ce que m'ont expliqué les différentes personnes à qui j'en ai parlé, ben, je les rejoins complètement, enfin, je suis complètement d'accord avec ce qu'ils me disent, c'est juste que moi, ça m'a pas plus parlé que ça, parce que effectivement, quand tu vois que ça alterne entre des séquences où t'as un son qui est hyper fort, il y a un très gros travail sur le son dans ce film, et quand t'as des séquences justement qui ont un son hyper fort, hyper poussif, avec des décors plutôt sombres, on va dire ça comme ça, et que dans la seconde qui suit, paf, grosse coupure, grosse cassure, on arrive sur une scène où il fait un gros soleil et tout va bien pour la petite famille allemande, et ben c'est justement ce contraste brutal qui est censé déclencher l'horreur chez le spectateur. Mais moi, comme je vous le disais, ça m'a pas plus parlé que ça. À côté de ça, il y a quelques scènes dont j'ai pas forcément compris l'utilité, c'est des scènes qui sont tournées en noir et blanc uniquement, et si vous avez des explications à me donner sur justement le contenu même de ces scènes, je veux bien que vous me les donniez en commentaire, parce que j'avais beau essayer de me concentrer, j'arrivais pas à comprendre à quoi elles servaient en fait. Et il y a plusieurs moments dans le film où justement je me demandais à quoi servaient les scènes. Enfin, à un moment donné, on fait un focus sur les deux enfants de la famille qui sont en train de se courser dans le jardin. T'as le grand frère qui enferme le petit dans la serre. Voilà, fin de la scène. Mais sauf que à ce moment-là, pour moi, il n'y avait pas de bruit aux alentours, quoi que ce soit. Et sauf que ça arrive plusieurs fois dans le film. Il y a plusieurs moments où je me suis dit, à quoi ça sert de nous montrer ça? La fin, par contre, elle est assez marquante. T'as un bon parallèle qui est fait entre le passé et le présent. Et quand t'as vu cette scène, ça te fait l'effet d'un gros coup de massue sur la tête, clairement. Donc voilà, je peux pas dire que j'ai détesté le film parce que c'est pas vrai, mais il y a d'autres films qui traitent de sujets qui ont été plus marquants pour moi. Après, encore une fois, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis, sachant que, comme je vous le disais, il y a un sacré travail qui a été fait au niveau du son notamment. Avant-dernier film vu récemment, il s'agit de La Couleur Pourpre, le remake du film de Steven Spielberg. Petit rappel du pchit, séparé de sa sœur Nettie et de ses enfants, Célie mène une vie difficile, subissant même les coups d'un mari violent, simplement désigné Monsieur.
C'est grâce au soutien de la chanteuse Shou Gavri, à la sensualité débordante et à sa belle-fille Sophia, d'une volonté inébranlable, que Célie puise une force extraordinaire. Une solidarité féminine hors du commun dont les liens qu'elle tisse avec ses sœurs sont désormais indestructibles. Ce film, c'est un petit peu l'inverse de The Iron Claw, c'est-à-dire que tout va mal pendant la moitié du film, voire même plus honnêtement, et à la fin, tu commences à avoir une petite lueur d'espoir. Et c'est assez étrange parce que d'entrée de jeu, le film te met une grosse patate dans la tête avec un chant gospel ultra jovial, ultra puissant. Donc tu te dis, ouah, trop bien, ça commence hyper fort. Et d'un seul coup, paf, une tarte dans ta gueule, la chute libre. Quand on te présente les personnages de Célie et Nettie, sa sœur, tu vois clairement que Célie, ça va être le personnage qui va en prendre plein la gueule du début à la fin du film. Déjà, c'est une fille qui a été exploitée par son père pour mettre au monde des enfants pour ensuite les revendre. Et en plus de ça, elle est littéralement considérée comme de la grosse merde tout le temps, contrairement à sa sœur Nettie qui, elle, non, elle fera professeur. Célie, par contre, si on doit vendre quelqu'un, c'est elle, hein. Parce que c'est littéralement ce qui se passe, hein. Célie, elle est vendue, pauvre, tiens, t'iras faire le ménage chez machin, tu seras sa femme, et puis tu te tais. Mais fort heureusement, comme c'est indiqué dans le pchit, à un moment donné, tu vas avoir l'arrivée du personnage de Shou Gavri qui va totalement changer la donne dans la vie de Célie. Et je vais en profiter pour parler directement du casting qui, je trouve, est excellent, mais vraiment tous les acteurs sont tous aussi bons les uns que les autres. Et vous voyez, j'avais critiqué le jeu de Coleman Domingo dans le film Rustin. Là, par exemple, dans La couleur pourpre, très bien, rien à dire. D'autant plus que je trouve que son personnage a une bonne évolution globalement tout au long de l'aventure. Enfin, très honnêtement, c'est même général, hein. Il y a quasiment tous les personnages qui évoluent d'une manière ou d'une autre. Et le film te montre parfaitement quel était l'état d'esprit des gens dans les années 1900-1930. Et c'est ça qui fait notamment évoluer certains personnages. Alors, j'en avais parlé il y a de cela quelques vidéos, je suis pas un grand fan des comédies musicales. Et dans ce film, on va être honnête, du chant t'en as environ toutes les 10-15 minutes. Donc ceux qui sont réfractaires aux comédies musicales, ouais, je confirme, c'est pas un film qui va forcément être fait pour vous. C'est ce qui fait que j'ai apprécié le film globalement, mais pas autant que ce que j'aurais pu. Malgré une qualité absolument indéniable, que ce soit dans le chant ou dans les chorégraphies qui sont proposées. Et c'est très étrange comme sensation parce que malgré les thèmes abordés qui sont quand même assez graves, hein, on va le dire, eh ben, le chant, toutes les phases de chant justement, apportent une certaine légèreté à tout ça. Donc voilà, globalement, j'ai pas détesté le film, j'ai passé même un plutôt bon moment. La fin en plus est assez émouvante, donc si vous n'avez rien, comme je vous le disais, contre les comédies musicales, vous pouvez y aller, je pense que vous passerez également un bon moment. Et nous arrivons au dernier film vu récemment, il s'agit du Royaume de Kensuke. Rappel supplémentaire également du pchit, l'incroyable histoire de Michael, je crois que j'avais dit Michael quand j'avais eu le résumé, mais c'est bien Michael, 11 ans, parti faire un tour du monde à la voile avec ses parents avant qu'une terrible tempête ne le propulse par-dessus bord avec sa chienne Stella. Échoué sur une île déserte, comment survivre? Alors, je vous le dis de suite, celles et ceux qui veulent aller voir ce film, ne regardez surtout pas la bande-annonce. Je crois que je l'avais dit quand j'avais fait la vidéo des sorties de la semaine, quand ce film allait sortir justement, j'avais peur que la bande-annonce en montre trop, c'est exactement le cas. La bande-annonce te montre quasiment la totalité du film à 15 minutes près. Et franchement, je vous le dis, j'étais dégoûté quand j'ai vu ça. Parce que le film est vraiment bon, et ce qui m'énerve, c'est que j'aurais aimé avoir plus de surprises justement dans ce qu'on allait nous proposer. L'animation, même si, comme je l'avais dit, elle semblait plutôt simpliste, effectivement c'est le cas, bah, elle est plutôt sympa, les visuels sont assez jolis, les personnages sont hyper attachants, comme je l'avais dit également, ça sentait l'histoire plutôt bien travaillée entre le personnage de Michael et de Kensuke, et bah c'est le cas, il y a une très bonne évolution justement tout au long du film. Alors il y a un point qui est pas forcément montré dans la bande-annonce, c'est vrai, c'est l'aspect un petit peu survie de Michael suite à son passage par-dessus bord. On va te montrer pendant une petite 10-15 de minutes comment il fait pour se débrouiller tout seul au début sur l'île, donc ça c'était plutôt sympa. Et le film de manière générale est assez émouvant, aussi bien je trouve pour les petits que pour les grands, enfin je pense que ça pourra vraiment plaire à tout le monde. Comme je le disais également de ce que j'avais pu voir dans la bande-annonce, t'as effectivement un message un petit peu écolo, anti-chasse, anti ce que vous voulez de ce genre-là, et c'est vrai que ce film nous montre que l'espèce humaine est une belle saloperie honnêtement. J'étais juste un petit peu déçu par le dénouement, ça n'engage que moi, je vous spoil pas, mais je pense que ça plaira à la plupart des gens. Moi, il me manquait un tout petit truc. Dans tous les cas, c'est un film que je vous conseille d'aller voir et je vous conseille même si vous le pouvez d'y aller en famille parce qu'il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture. Ça plaira vraiment à tout le monde. Et nous en avons donc terminé pour cette petite vidéo multicritique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des films que vous avez vus ou s'il y en a justement qui vous tentent. N'hésitez pas également à me laisser une fois de plus un pouce comme ceci ou comme ceci. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit en fonction de quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle session de l'actu des mouches. Comme d'habitude, prenez soin de vous.
Et bisous tout le monde.